Tout s'est refermé autour du Sahel sans avertissement, en moins de quelques années. De la sortie des forces françaises aux accords de renseignement chez les voisins, l'encerclement devient fonctionnel, couche après couche, pendant que l'isolement diplomatique s'épaissit. Pour le public, que change ce choix si Ibrahim Traoré veut convertir une rupture symbolique en souveraineté durable, malgré des coûts de financiers, une aide retenue et une insécurité encore persistante? Ici, le pari se mesure au temps long. Ce récit promet une chose précise, à savoir déplier ce qui se joue derrière l'affrontement discret entre souveraineté proclamée et pression cumulée au Sahel. Comprendre les leviers réels aide à lire le prochain choc. Il ne s'agit pas d'un simple dossier militaire, mais d'un nœud où décisions économiques, alliances sécuritaires et récits politiques concurrents redessinent la marge d'action des États concernés. Pour le public, l'enjeu est concret, voir comment ces choix peuvent remodeler l'équilibre régional, infléchir les flux de ressources et peser sur une stabilité de moyen terme, sans confondre symboles et capacités matérielles. La trajectoire sera suivie comme un tableau de bord en regardant ce qui change, ce qui résiste, et ce que chaque camp tente d'obtenir par des mécanismes visibles ou plus techniques. Un détail discret, souvent traité comme secondaire, servira de clé de lecture dès la troisième partie. En moins de 3 ans, trois capitales sahéliennes ont rompu avec un dispositif sécuritaire présenté comme intangible pendant des décennies. Ce basculement rapide ne résulte pas d'un incident isolé, mais d'un cumul de décisions où la promesse de protection s'est heurtée à des résultats jugés insuffisants sur le terrain. Pour comprendre la portée de cette rupture, il faut revenir à la logique qui la précède. Pendant des années, la présence militaire occidentale a été justifiée par la lutte contre le terrorisme et la stabilisation régionale. Or, malgré des opérations prolongées et des moyens importants, l'insécurité s'est diffusée géographiquement. Les groupes armés ont changé d'échelle et les États concernés sont restés parmi les plus pauvres, alors même que l'or et l'uranium quittaient le Sahel à un rythme soutenu. Cette contradiction a progressivement nourri une défiance profonde envers un système perçu comme protecteur en discours, mais extractif en pratique. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré apparaît moins comme une rupture personnelle que comme un point de cristallisation d'attentes accumulées. Son arrivée au pouvoir au Burkina Faso s'inscrit dans une séquence régionale où les autorités militaires affirme que la sécurité ne peut plus être sous-traitée sans perte de contrôle politique. L'argument central est simple. Si la justification première de la présence étrangère était la protection, alors l'échec perçu de cette promesse ouvre mécaniquement la voie à une alternative, même risquée. Mais la réponse extérieure ne se limite pas à un retrait visible. Autour du Sahel, un réseau plus discret s'est densifié, combinant partage de renseignements, points d'appui chez les voisins et leviers économiques. Ce n'est pas une invasion, mais un encerclement fonctionnel destiné à surveiller et contenir des trajectoires politiques jugées dissidentes. C'est ici que se referme la première boucle. La souveraineté gagne en visibilité, tandis que la pression change simplement de forme. Sur le terrain, cette reconfiguration abstraite prend un visage concret. Au Burkina Faso, les premières décisions ont touché la sécurité quotidienne avant toute proclamation stratégique. Réorganisation des forces armées, intensification du recrutement et mise en avant d'une logique de défense nationale remplacent progressivement une dépendance à des opérations étrangères. Pour une partie de la population, ces signaux sont interprétés comme une reprise de contrôle, même si les résultats restent inégaux et fragiles selon les zones. Ibrahim Traoré sert ici de personnage guide, non comme figure héroïque, mais comme point de focalisation d'attentes sociales accumulées.
Jeune officier propulsé au sommet de l'État, il concentre à la fois l'espoir d'un changement de méthode et la crainte d'une dérive autoritaire. Dans ses prises de parole, la souveraineté n'est pas présentée comme un slogan abstrait, mais comme une réponse directe à l'échec perçu des partenariats précédents, un discours qui trouve un écho particulier chez des populations lassées de promesses sécuritaires non tenues. Les effets précoces ne se limitent pas au registre militaire. Un premier impact se mesure aussi dans le domaine économique, avec l'annonce de révision de certains contrats miniers et un contrôle accru de l'or artisanal. Ces gestes, encore limités dans leur portée matérielle, ont un effet symbolique fort. Ils signalent que la rupture concerne aussi la circulation de la richesse, pas seulement les uniformes. En parallèle, les restrictions financières et l'incertitude diplomatique compliquent la gestion quotidienne pour les autorités comme pour les acteurs locaux. Le contraste devient alors lisible. Affirmation politique renforcée, marge de manœuvre matérielle encore étroite. La souveraineté commence à se voir, mais elle reste coûteuse. Tout commence par une série de décisions qui rompent avec des décennies de pratiques établies. Entre 2022 et 2023, le Mali puis le Burkina Faso, avant le Niger, notifient officiellement aux forces françaises leur départ, transformant des coopérations de long terme en symboles de rupture politique. Au Burkina Faso, Ibrahim Traoré s'inscrit pleinement dans cette séquence en affirmant que la sécurité ne peut être sous-traitée sans perte de souveraineté, posant ainsi un cadre clair avant même d'en mesurer les coûts. La phase d'activation est rapide. Les bases ferment, les convois quittent les capitales et les marqueurs visibles d'une présence étrangère disparaissent presque du jour au lendemain, donnant l'image d'un basculement soudain. Ce retrait, toutefois, n'équivaut pas à un désengagement total. Il marque plutôt un déplacement du centre de gravité. Paris et ses alliés renforcent leur partenariat sécuritaire avec les pays voisins, développent des centres de formation et approfondissent le partage de renseignements, tout en maintenant une capacité d'intervention depuis l'extérieur des frontières sahéliennes. La rupture est donc frontale dans sa mise en scène, mais partielle dans ses effets opérationnels. C'est à ce moment que la tension atteint son pic. Les États du Sahel, désormais regroupés au sein de l'Alliance des États du Sahel, annoncent une coordination accrue de leur politique de défense et explorent activement des partenariats alternatifs. La Russie fournit des instructeurs et du matériel, tandis que la Chine mise davantage sur les infrastructures et la connectivité. Pour Ibrahim Traoré, ce repositionnement vise à démontrer qu'il existe des options en dehors du cadre occidental traditionnel, même si ces choix suscitent une méfiance accrue sur la scène internationale. Les répliques ne tardent pas. Sur le plan économique, des avoirs sont gelés, certaines aides suspendues et l'accès aux mécanismes financiers internationaux devient plus incertain. Sur le plan politique, les régimes sahéliens sont décrits comme illégitimes ou instables, et leur reconnaissance diplomatique est freinée. Ces mesures, souvent présentées comme techniques ou procédurales, produisent un effet cumulatif. Elles pèsent lourdement sur des économies déjà fragiles et transforment la rupture symbolique en contrainte quotidienne. La phase de résonance s'installe alors. À l'intérieur des pays concernés, la population observe une double réalité. D'un côté, une fierté retrouvée liée à l'affirmation de l'indépendance politique. De l'autre, des difficultés matérielles accrues et une insécurité persistante dans plusieurs zones. Ibrahim Traoré et ses homologues doivent composer avec cette tension permanente où chaque décision est scrutée à la fois comme un acte de résistance et comme un risque supplémentaire. La dynamique avant-après devient lisible. Avant, un système stable en apparence, mais jugé inefficace,
selon ses propres objectifs affichés. Après, une trajectoire plus risquée, assumée comme telle, où chaque gain symbolique entraîne des coûts concrets. C'est ce basculement, plus que les annonces spectaculaires, qui structure la suite du pari sahélien. Avant les ruptures, la présence militaire étrangère était associée à des flux financiers importants, présentés comme un investissement massif dans la sécurité régionale. Après les départs, les autorités sahéliennes constatent que l'insécurité n'avait pas reculé de façon durable malgré ces moyens engagés. Ce passage du avant au après ne sert pas à prouver un succès immédiat, mais à poser un diagnostic chiffré sur l'écart entre promesses et effets. Le premier indicateur concerne la sécurité elle-même. Pendant des années, les opérations internationales étaient censées réduire la violence et stabiliser les territoires. Or, l'observation retenue par les autorités actuelles est constante. Avant les expulsions, les attaques persistaient et s'étendaient. Après les retraits, elles n'ont pas disparu, mais la situation ne s'était pas améliorée non plus sous l'ancien dispositif. La différence mise en avant n'est donc pas une baisse instantanée de la menace, mais un changement de contrôle décisionnel. Le raisonnement est le suivant: assumer directement la responsabilité permet d'aligner priorité locale, chaîne de commandement et arbitrage politique, même si les résultats restent progressifs et inégaux selon les zones. Le deuxième indicateur porte sur l'économie des ressources. Au Niger, l'uranium exporté depuis des décennies alimente des infrastructures énergétiques extérieures, tandis que le pays demeure parmi les plus pauvres. Au Burkina Faso, l'or artisanal, longtemps capté par des réseaux intermédiaires, devient un enjeu central de régulation étatique. L'objectif affiché n'est pas une augmentation brutale des volumes, mais une modification de la répartition de la valeur afin que l'État capte une part plus visible des revenus produits. Ibrahim Traoré inscrit cette approche dans une logique graduelle: stabiliser les flux existants, renforcer la traçabilité, puis ajuster les termes. Le succès se mesure ici moins par une hausse immédiate des recettes que par la capacité à éviter une fuite accrue de la richesse nationale. Le troisième indicateur concerne les alliances. Avant 2020, l'architecture sécuritaire reposait presque exclusivement sur des partenaires occidentaux. Après les ruptures successives, cette dépendance unique est remplacée par une diversification. La Russie intervient principalement par la formation et l'équipement, la Chine par les infrastructures et la connectivité. Ce basculement ne se mesure pas uniquement en montant financier, mais en variété d'options disponibles. Pour les dirigeants sahéliens, réduire la dépendance à un seul acteur équivaut à diminuer le risque politique global, même si chaque partenariat alternatif comporte ses propres limites. Pris ensemble, ces indicateurs dessinent une trajectoire avant-après cohérente. Avant, un système présenté comme stable mais jugé inefficace au regard de ses objectifs affichés. Après, un ensemble de choix plus risqués, assumés comme tels, où la souveraineté se paie par une phase de turbulence mesurable. Les preuves quantitatives restent partielles et parfois indirectes, mais elles structurent le discours officiel. Il s'agit moins de démontrer un succès rapide que de justifier un changement de cadre. C'est ici que se ferme la deuxième boucle de curiosité. La question n'est plus de savoir si la souveraineté fonctionne à court terme, mais si accepter des indicateurs sévères aujourd'hui permet de préserver des marges de décision demain. Ce déplacement du critère d'évaluation explique pourquoi les autorités préfèrent une trajectoire coûteuse mais maîtrisée à la prolongation d'un modèle jugé structurellement défaillant. Les critiques de la trajectoire sahélienne avancent d'abord un argument sécuritaire direct. Rompre avec des partenaires militaires expérimentés affaiblirait immédiatement la capacité de lutte contre des groupes armés mobiles, transnationaux
et implantée de longue date. Les frontières poreuses, le manque de moyens technologiques et l'insuffisance de renseignements local créeraient, selon cette lecture, un vide opérationnel difficile à combler à court terme. Dans ce cadre, la souveraineté proclamée risquerait de se traduire par une insécurité accrue pour les populations, au moment même où l'État prétend reprendre la main. Un second argument porte sur l'économie et la gouvernance. L'isolement diplomatique, la suspension de certaines aides et la méfiance des investisseurs sont présentés comme des coûts immédiats qui fragilisent des États déjà vulnérables. Les critiques estiment que la diversification des partenariats vers la Russie ou la Chine ne garantit ni transparence ni développement durable et pourrait simplement remplacer une dépendance par une autre. À leurs yeux, la rupture brutale accroît aussi le risque d'un repli autoritaire où la rhétorique de la souveraineté servirait à masquer des difficultés internes non résolues. Ces arguments méritent d'être pris au sérieux. Pourtant, la réponse des dirigeants sahéliens repose sur une contre-lecture structurée. Sur le plan sécuritaire, ils rappellent que la présence étrangère n'a pas empêché l'expansion des violences malgré des années d'opérations et de ressources engagées. Le changement n'est donc pas présenté comme une dégradation volontaire, mais comme une tentative de sortir d'un dispositif jugé inefficace selon ses propres objectifs. Reprendre le contrôle direct implique un risque assumé, mais modifie aussi l'incitation politique. La responsabilité n'est plus diluée, elle est directement imputable. Sur le plan économique, l'argument n'est pas que les nouveaux partenaires seraient idéaux, mais qu'ils élargissent le champ des possibles. Tant que les options restaient limitées, les termes étaient largement imposés. La diversification, même imparfaite, introduit une concurrence entre modèles et redonne un levier de négociation. Cette logique n'élimine ni les dangers ni les coûts soulignés par les critiques, mais elle explique pourquoi les autorités préfèrent une incertitude assumée à la prolongation d'une dépendance jugée structurelle. Au fond, le désaccord porte moins sur les risques identifiés que sur la stratégie face à un échec passé. Faut-il corriger un modèle à la marge ou accepter une rupture coûteuse pour tenter d'en reconstruire un autre sous contrainte? Jusqu'ici, l'attention s'est portée sur les bases, les troupes et les alliances visibles. Or, le cœur du dispositif se déplace vers des leviers plus diffus. Sanctions envisagées, avoirs gelés, accès restreint aux mécanismes financiers internationaux et bataille narrative sur la légitimité. Cette superposition transforme la crise sécuritaire en épreuve d'endurance économique et politique. Pour Ibrahim Traoré, ce basculement redéfinit le sens même de la souveraineté. Il ne s'agit plus seulement de décider qui opère sur le territoire national, mais de savoir qui contrôle l'accès aux ressources, au crédit et à la reconnaissance internationale. La bataille se joue autant dans les ministères des Finances et les chancelleries que sur le terrain militaire. Cette pression silencieuse limite la capacité à financer les priorités internes et teste la cohésion sociale sur la durée. Un autre verrou apparaît alors. Les États du Sahel peuvent expulser des forces étrangères, mais ils ne peuvent empêcher ces mêmes acteurs d'agir depuis l'extérieur de leurs frontières. La souveraineté devient une capacité à tenir dans le temps, sous contrainte constante. À ce point médian, le pari se clarifie. Transformer la pression en moteur de cohésion interne ou laisser l'accumulation des coûts éroder progressivement la marge de manœuvre politique. Pour les États, l'affirmation de souveraineté se traduit d'abord par une reprise de l'initiative politique. Les gouvernements sahéliens décident davantage par eux-mêmes, fixent leurs priorités sécuritaires et assument publiquement leurs choix. Cette autonomie renforce la légitimité interne de dirigeants comme Ibrahim Traoré, perçu comme celui qui accepte de porter le coup politique des décisions. Mais elle s'accompagne d'une charge immédiate.
financer une part plus large de la sécurité, gérer des relations diplomatiques tendues et compenser la perte de certains appuis extérieurs. Les arbitrages budgétaires deviennent plus visibles et plus douloureux. Pour les entreprises, locales comme étrangères, le paysage se complexifie. Les révisions de contrats miniers, le contrôle accru de l'or artisanal et le discours sur la captation nationale de la valeur modifient les règles du jeu. Certaines sociétés perçoivent un risque juridique et financier accru, d'autres une opportunité de renégociation dans un cadre plus lisible. À court terme, l'investissement ralentit par manque de visibilité. À moyen terme, la diversification des partenaires pourrait toutefois ouvrir de nouveaux circuits économiques moins dépendants d'un seul pôle d'influence. Du côté des populations, l'impact est profondément ambivalent. La fierté liée à l'affirmation politique est réelle et nourrit un sentiment de dignité retrouvée. Ce registre symbolique coexiste cependant avec des réalités plus dures. Inflation, accès restreint à certains financements internationaux et persistance de l'insécurité dans plusieurs zones rurales. Pour beaucoup, la souveraineté se vit comme une promesse encore inachevée, dont les bénéfices sont différés tandis que les coûts sont immédiats. Ibrahim Traoré se trouve ainsi pris entre l'exigence de résultats tangibles et la nécessité de maintenir une patience sociale fragile. À l'échelle de la région, enfin, le Sahel devient un point de référence. Certains voisins renforcent leurs liens sécuritaires avec les puissances occidentales par prudence ou opportunisme. D'autres testent discrètement des marges d'autonomie sans aller jusqu'à la rupture. L'expérience sahélienne sert alors de signal. Réussite partielle, elle pourrait inspirer des ajustements ailleurs. Échec, elle fonctionnerait comme une mise en garde. Dans ce jeu à plusieurs niveaux, la trajectoire portée par Ibrahim Traoré concentre l'attention et oblige chaque acteur régional à réévaluer ses propres calculs stratégiques. Ces effets ne sont ni uniformes ni définitifs. Ils dessinent un paysage en transition où chaque décision produit des gains symboliques, mais aussi des coûts concrets, mesurables dans le quotidien des institutions, des marchés et des sociétés. Le scénario central repose sur une stabilisation sous tension. Les États du Sahel maintiennent leur ligne politique, coordonnent davantage leurs dispositifs de sécurité et absorbent progressivement les effets des pressions économiques. Les partenariats alternatifs assurent une continuité minimale sans transformation spectaculaire. La croissance reste contrainte, l'insécurité persiste par poche, mais l'appareil d'État tient. La souveraineté n'apporte pas de dividendes rapides. Elle évite surtout un retour explicite à l'ordre ancien. Le pari est celui de l'endurance, tenir assez longtemps pour normaliser une situation devenue la nouvelle référence. Le scénario optimiste suppose une convergence de facteurs favorables. La coordination régionale s'améliore, les chaînes d'approvisionnement intra-sahéliennes gagnent en fluidité et certains investissements ciblés produisent des effets visibles. Les autorités parviennent à capter une part plus élevée des revenus miniers, allégeant la contrainte budgétaire. Sur le plan sécuritaire, les forces locales gagnent en efficacité relative, réduisant la pression dans des zones clés. À l'international, le discours de rupture perd de sa charge conflictuelle au profit d'une reconnaissance pragmatique. La souveraineté cesse d'être défensive et devient progressivement fonctionnelle, y compris dans les négociations économiques. Le scénario dégradé met en lumière les fragilités du projet. L'accumulation des sanctions, l'assèchement financier et les difficultés logistiques affaiblissent les capacités étatiques. Les tensions internes s'exacerbent, l'insécurité gagne du terrain et la promesse de contrôle national s'érode face aux contraintes quotidiennes.
Dans cette hypothèse, les autorités sont contraintes de composer depuis une position affaiblie en renégociant sous pression ou en acceptant des compromis qui vident la rupture initiale de sa substance. La souveraineté survit dans le discours, mais recule dans la pratique. Ces scénarios ne sont pas des prédictions, ce sont des cadres de lecture. Leur point commun est une incertitude structurante. La décision clé n'est pas de choisir l'issue, mais de gérer la trajectoire. Une recommandation de méthode s'impose alors. Évaluer chaque choix non seulement à l'aune de ses gains immédiats, mais de sa capacité à préserver des options futures, condition indispensable pour tenir dans un environnement durablement contraint. Pour un premier groupe de spectateurs attentifs aux dynamiques géopolitiques, l'expérience sahélienne offre une grille de lecture concrète sur la manière dont des États fragiles tentent sans de reprendre la main face à des rapports de force hérités. Elle montre que la souveraineté n'est pas un slogan, mais une suite de décisions techniques, souvent peu visibles, qui déplacent les contraintes sans les supprimer. Ce regard aide à dépasser l'opposition simpliste entre rupture et continuité, en observant comment les leviers économiques, sécuritaires et diplomatiques s'entrecroisent réellement. Un second groupe, plus sensible aux enjeux économiques et sociaux, perçoit surtout les effets quotidiens. Inflation, accès au crédit, emploi local, services publics. Autant de dimensions où la souveraineté proclamée se traduit par des arbitrages concrets. Pour ces spectateurs, la question centrale n'est pas l'alignement international, mais la capacité de l'État à transformer des choix politiques en améliorations tangibles, même graduelles. Une route réparée, un salaire payé à temps ou un service de base rétabli deviennent alors des indicateurs plus parlants que les grandes annonces diplomatiques. Un troisième groupe, enfin, lit cette séquence de manière plus personnelle. L'histoire sahélienne résonne comme une interrogation universelle. Accepterait-on une période de contrainte accrue aujourd'hui pour corriger un équilibre jugé insatisfaisant à long terme? Ce déplacement du regard invite à distinguer le rejet d'un modèle existant de l'adhésion automatique à un autre. Il encourage aussi à suivre les indicateurs concrets plutôt que les slogans, en gardant une distance critique vis-à-vis de toutes les alternatives proposées. Deux pistes simples peuvent guider cette lecture. D'abord, observer l'évolution réelle de la sécurité et de la redistribution des ressources, plutôt que les promesses. Ensuite, évaluer la capacité des autorités à ajuster leurs choix sans se figer dans une posture défensive. C'est dans cet espace entre empathie et analyse que le débat prend toute sa profondeur pour le public. La première étape concerne la sécurité opérationnelle. Les autorités cherchent à consolider des forces nationales capables d'agir de façon coordonnée, avec des priorités claires et des chaînes de commandement resserrées. L'objectif n'est pas une victoire rapide, mais une réduction progressive des zones hors contrôle. Pour Ibrahim Traoré, ce socle conditionne toutes les autres réformes. Sans un minimum de sécurité, aucune politique économique ne peut produire d'effets durables. La deuxième étape, elle, porte sur la maîtrise des ressources. Renégocier certains contrats miniers, renforcer la traçabilité de l'or artisanal et améliorer la collecte fiscale visent à augmenter les recettes internes sans provoquer un effondrement de l'activité. Le calendrier est graduel. Stabiliser les flux existants, ajuster les termes, puis investir une part visible des revenus dans des services publics identifiables. La mesure du succès reste simple, une hausse mesurable de la part de valeur captée par l'État. La troisième étape concerne la diversification des partenariats. Il ne s'agit pas de substituer une tutelle à une autre, mais de maintenir plusieurs canaux ouverts. Russie, Chine et acteurs régionaux offrent des options différentes. La clé réside dans une négociation sélective, projet par projet,
afin d'éviter un nouvel enfermement stratégique et de conserver la capacité de refuser certaines conditions. La quatrième étape touche à la légitimité interne. Communiquer sur des résultats concrets, même modestes, devient essentiel pour maintenir l'adhésion populaire. Routes réparées, salaires versés, services de base rétablis servent de preuves tangibles. Ibrahim Traoré mise sur cette visibilité pour transformer la patience sociale en capital politique tout en acceptant que chaque étape puisse être évaluée, corrigée ou réorientée avant que les coûts cumulés ne deviennent irréversibles. Au fil du récit, un même motif revient, discret mais constant, la ligne tracée puis tenue malgré la pression. Ce fil conducteur relie les premières expulsions de troupes aux renégociations de contrats, jusqu'au discours appelant à l'endurance collective face aux contraintes extérieures. Il rappelle que la rupture n'a jamais été présentée comme une promesse de confort immédiat, mais comme un choix assumé dans un environnement hostile. Ibrahim Traoré n'apparaît pas ici comme un dirigeant providentiel, mais comme le symbole d'un moment où l'on accepte de ne plus reculer, même sans garantie de succès rapide. L'émotion ne naît pas d'un triomphe annoncé, mais de la tension permanente entre espoir et coût. Chaque décision pèse, chaque concession est scrutée, chaque succès partiel devient un argument pour tenir encore. La trajectoire sahélienne s'inscrit ainsi dans une continuité de désillusion autant que dans une volonté de réécriture. Ce n'est pas la certitude d'un avenir meilleur qui soutient l'effort, mais la conviction qu'un retour en arrière serait pire que l'incertitude présente. La phrase qui s'impose est simple. La souveraineté n'est pas un instant, c'est une épreuve. À ce stade, le Sahel n'apparaît plus comme une simple zone de crise, mais comme un espace où se teste une idée plus large, la possibilité de redéfinir des relations longtemps considérées comme figées. Ce qui s'y joue dépasse l'Afrique de l'Ouest et interroge des schémas familiers de puissance, de dépendance et de légitimité. L'expérience en cours n'offre ni modèle clé en main, ni certitude confortable, mais elle oblige à regarder autrement des politiques souvent évaluées à partir d'intentions plutôt que de résultats mesurables. Pour le public, l'enjeu n'est pas de trancher hâtivement entre succès et échec. Il est d'observer comment se construisent dans la durée des trajectoires politiques sous contrainte et quels indicateurs finissent donc par compter réellement. Sécurité effective, redistribution visible des ressources, capacité à préserver des marges de décision, ces repères demandent du temps et une attention continue. Dans cette perspective, la figure d'Ibrahim Traoré fonctionne comme un point de focalisation, non pour clore le débat, mais pour l'ouvrir. Quels signaux vous paraissent décisifs pour juger si ce pari mérite d'être poursuivi, ajusté ou corrigé à mesure que la pression évolue?